Dernière idée, mais elle est fondamentale, c'est la question des gains de productivité, c'est la question du temps de travail. La bonne nouvelle, c'est que les syndicats belges vont nous aider, les syndicats européens veulent nous aider. Il y a pas Roosevelt qui veut relancer le débat sur le temps de travail, au sein du PS, au sein d'Europe Écologie, au sein du Front de Gauche, aussi des gens qui veulent relancer le débat. C'est une question vitale. C'est devenu un sujet tabou à gauche, mais c'est une question fondamentale, je le disais tout à l'heure Patrick, il faut être capable de relancer un mouvement historique d'une autre gestion des gains de productivité. D'où vient le chômage fondamentalement? Si on est d'accord sur la cascade de tout à l'heure, la crise n'est pas seulement financière, c'est pas seulement quelques méchants traders, c'est un déséquilibre profond depuis 30 ans dans le partage entre salariés et actionnaires. Pourquoi il y a ce déséquilibre? D'où vient le chômage? Est-ce que c'est la mondialisation? La réponse est non. Par exemple, Daniel Cohen disait il y a un an, c'est 10 à 15% des destructions d'emplois dans l'industrie qui sont liées au commerce mondial qui n'est pas régulier. Oui, il y a quand même avec la Chine, il faut agir, mais il disait 85 à 90% des destructions d'emplois, ça vient des gains de productivité. Le gros du problème, ce n'est pas la mondialisation, même si la mondialisation est un sujet, puisque la Chine ne respecte pas ce qu'elle a signé. Une autre façon de montrer que la mondialisation n'est pas coupable, n'est pas du tout le premier problème, c'est de voir que la production industrielle sur notre territoire, jusqu'à la crise de la fin 2007, elle continue d'augmenter. Ok, il y a des délocalisations et c'est souvent scandaleux, mais globalement, ne nous trompons pas dans le diagnostic, malgré les délocalisations, la production faite sur notre territoire continue d'augmenter. Il y a quelques mois, un collègue, je ne sais pas si elle est là, m'avait invité à Romans-sur-Isère. Oui, elle est là, salut Colette. Et quand vous arrivez à Romans-sur-Isère, le premier truc que vous voyez, c'est des usines de chaussures qui sont vides. C'est sinistre, ça a été délocalisé, ils sont allés à l'âge. Je me suis dit, je vais avoir du mal ce soir à expliquer que la mondialisation n'est pas le premier problème. Mais comme j'ai un côté béarnais un peu têtu, j'ai quand même déroulé mon PowerPoint. Et au premier rang, il y avait le maire de Romans-sur-Isère qui a dit qu'il était complètement d'accord. Il a dit en même temps, il faut lutter contre les délocalisations faites pour des gains financières. On s'est foutu des salariés, on a acheté la marque et puis on a foutu en l'air les salariés pour juste. Donc il dit en même temps, c'est scandaleux la façon dont les délocalisations sont faites. Mais il disait, monsieur Laroutureau, vos courbes c'est pour la zone euro ou pour la France. Mais il disait, j'ai fait le calcul pour Romans, sur le canton de Romans-sur-Isère. Ok, il y a des boîtes qui sont délocalisées, mais il y a aussi des boîtes qui produisent plus, grâce aux exportations ou avec le marché européen. Et globalement, la production industrielle a augmenté. Si le chômage augmente, ça ne vient pas des délocalisations. Il faut trouver une autre explication. Et sur la Chine, par exemple, ok, la Chine est dangereuse, mais c'est seulement depuis 2006 qu'il y a un excédent commercial important. Or, on a vu que le chômage, ça fait 30 ans qu'il augmente. La part des salaires est diminue depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas très logique de se dire que tous les problèmes viennent de la Chine. Ça peut être rassurant, on a trouvé un bouc émissaire, on a trouvé un ennemi, ça fait bien dans les... Mais globalement, c'est pas... Le directeur de l'école des mines disait tout à l'heure qu'on essaye de mettre un peu de rationalité dans le débat politique. On ne peut pas expliquer tous nos problèmes par l'arrivée de la Chine. La Chine, ça fait seulement 5 ans qu'elle est dangereuse. Donc il faut trouver une autre explication d'où vient le chômage. Mais l'explication fondamentale, c'est les gains de productivité. On va voir qu'aux États-Unis, l'emploi industriel se casse la figure, mais que la production industrielle, en haut, est parfaitement stable. Et pourquoi est-ce que l'emploi se casse la figure alors que la production est stable? C'est parce qu'il y a des robots et des ordinateurs, et on a formé des gens, et on n'a jamais été aussi efficace. Et du coup, pour produire autant, pour produire plus, on a besoin de moins de salariés. Voilà la courbe peut-être la plus importante qu'on essaie de montrer à nos dirigeants, à nos grands chefs. Voilà l'évolution de la productivité depuis 2 siècles. Voilà, jusqu'à... Ça, c'est l'invention de l'ordinateur. Tout le monde a rendu hommage à Steve Jobs, mais en 60, voilà, depuis 40 ans, il y a un mélange, c'est en même temps l'ordinateur, les robots, la formation. Le nombre d'étudiants en France a été multiplié par 7, plus la formation continue. Donc tout ça fait une révolution. On a fait plus de gains de productivité depuis 40 ans que sur les 2 siècles précédents. Et la plupart de nos grands chefs ont été formés à HEC ou à l'ENA. Quand vous allez sur Wikipédia, vous voyez, ils ont tous ils ont fait leurs études à la fin des années 70. Donc avant vraiment que cette révolution de la productivité se voit. Et donc ils sont incollables sur la première révolution. Ford, Taylor, vous savez qu'il y avait été déjà à l'époque un choc. Hein. Vous voyez, Charlot, les temps modernes, ça avait été une vraie révolution, mais en même temps à l'époque ils étaient encore 5 ou 6 autour de la chaîne. Souvenez-vous dans le film de Charlot, ils les énervent tous, ils les asperdent, mais ils sont encore 5 ou 6 autour de la chaîne. Aujourd'hui, avec les robots, avec l'ordinateur, avec les machines à commande numérique, les machines se commandent elles-mêmes. Les machines contrôlent elles-mêmes leur travail, les machines travaillent le métal, elles font le contrôle, elles changent d'outils, et puis voilà. Donc il y a encore quelques salariés, mais vous voyez, ils sont plus 5 ou 6 autour de la chaîne. On fait une vraie révolution. Et c'est valable dans tous les métiers. Je l'ai dit tout à l'heure, en sortant du RER, je suis passé sous l'échelle. Autrefois, les ménageurs, ils auraient été 4 ou 5.
pour descendre dans les cartons, pour descendre dans le piano, pour descendre là, ils ont l'échelle automatique et il y a un petit moteur électrique qui fait monter et descendre la navette. C'est dans tous les secteurs qu'on a fait des gains de productivité colossaux. La première révolution de la productivité, c'est ici. Et vous voyez à la même échelle la productivité qu'on a fait depuis 40 ans. Or, c'est ce que disait Patrick, le contrat social n'a quasiment pas changé depuis 40 ans. C'est devenu un tabou en France de parler du temps de travail. Et Albert Einstein, on s'est trouvé un allié, finalement, il n'a pas signé pour Roosevelt 2012, mais on n'en pas du temps. Mais on l'a, dans le prochain article dans Le Monde, on cite Einstein pour relancer le débat sur le temps de travail. Albert Einstein avait fait un très beau texte juste après la crise de 29. Et Einstein disait cette crise de 29, est singulièrement différente des crises précédentes, parce qu'elle dépend de circonstances radicalement nouvelles, conditionnées par les fulgurants progrès des méthodes de production. Ford, Taylor, Charlot. L'idée pour la production de la totalité des biens de consommation, seule une fraction de la main-d'œuvre disponible devient indispensable. Dans ce type d'économie libérale, cette évidence détermine forcément un chômage important. Et cette phrase magnifique, ce même progrès technique qui pourrait libérer les hommes d'une grande partie du travail nécessaire à leur vie, est le responsable de la catastrophe actuelle. Et d'ailleurs, Albert Einstein faisait 3 propositions: baisser la durée légale du travail, mettre en place un salaire minimum et assurer dans le commerce mondial le respect des règles sociales. La première chose était baisser la durée légale du travail, ce qu'on fera après la Deuxième Guerre mondiale. Pour la France, voilà les chiffres qu'un copain m'a envoyés hier, qui viennent de l'OCDE. Concrètement, en France, depuis 1970, le gâteau, quand on a le droit de dire vous êtes pour le partage, vous voulez faire diminuer le gâteau a plus que doublé. Bon, les chiffres de l'OCDE montrent que la richesse produite sur notre territoire, malgré les délocalisations, a augmenté de 150%. Pile, plus 150%, le nombre de biens et de services, la production faite sur notre territoire a été multiplié par 2,5. Mais le besoin de travail, si on regarde tous ceux et celles qui travaillent dans l'économie, quel que soit le secteur, l'INSEE et l'OCDE font la liste de tous ceux qui travaillent, ça fait des milliards d'heures chaque année. Il fallait 43 milliards pour faire tourner l'économie, 43 milliards d'heures de travail humain pour faire tourner l'économie en 70. Il suffit de 40 milliards en 2008. Donc on produit plus du double, mais avec un peu moins de travail. Donc, vous voyez, c'est lié à la productivité. Or, alors que le besoin de travail a baissé de 7%, le nombre de gens qui veulent travailler a augmenté, lui, de 33%. Donc vous avez tous des visages très fermés, mais ça devrait être des bonnes nouvelles. Ceux qui sont un pays moins bloqué, non mais ça pourrait être une bonne nouvelle. On n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais connu une telle abondance. Donc il faut faire gaffe au problème de surconsommation, d'obésité, de la planète, il faut vraiment y faire gaffe. Mais globalement c'est plutôt une bonne nouvelle, on n'a jamais connu une telle abondance. Deuxième bonne nouvelle, dans tous les boulots dangereux et répétitifs, là où il n'y a pas besoin d'intelligence, là où il n'y a pas besoin de relations humaines, on met des machines à la place des êtres humains. C'est plutôt une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, il y a plus de femmes qui travaillent, il y a plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on est plus nombreux pour faire le job. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on est dans un pays qui est bloqué et où le contrat social n'a quasiment pas évolué depuis 40 ans. Aujourd'hui en France, avec tout ce que la droite et le MEDEF ont fait depuis 10 ans pour casser les 35 heures, la durée réelle en France pour un actif occupé est à 39,4 heures. Les derniers chiffres de l'INSEE, que Mme Parizeau d'ailleurs a cité une fois, le MEDEF ne le conteste pas, Mme Parizeau l'a dit dans une fois où elle comparait la France et l'Allemagne, la durée réelle en France, on dit qu'on est passé à 35 heures et que le problème est derrière nous. Aujourd'hui en France, quelqu'un qui travaille à temps plein est à 39,4 heures. Donc le partage du travail aujourd'hui, c'est d'un côté ceux qui travaillent plein pot, parfois trop, avec du stress, avec pas de temps pour soi, pas de temps pour la vie perso. De l'autre côté, 3 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine, font 0 heure par semaine, et tous ceux et celles qui galèrent dans des boulots à temps partiel, à 8 heures ou 10 heures ou en CDD. Donc voilà le partage du travail. Donc le problème n'est pas pour ou contre le partage du travail, le problème est est-ce que le partage actuel nous convient, le partage organisé par le marché, est-ce que c'est ça le meilleur partage, ou est-ce que vu les gains de productivité qu'on a fait depuis 30 ans, on assume joyeusement, on est capable de faire évoluer le contrat social. C'est ce que disait tout à l'heure Patrick, c'est quand même incroyable de voir que, alors qu'on ne faisait pas tellement de productivité, entre 1900 et 1970, on a divisé par 2 le temps de travail. On est passé de 7 jours à 6, on est passé de 6 jours à 5, on a raccourci la journée, on a fait des congés payés. Toutes les forces de progrès se sont réunies, parce que ça n'a jamais été facile. Hein. En 1906, il a fallu que l'Église et la CGT se mettent ensemble pour obtenir le dimanche de repos. Ils n'avaient pas les mêmes occupations le dimanche matin, mais ils se sont mis d'accord, l'Église et la CGT, pour dire si c'est possible, tous les autres pays d'Europe le font, on peut passer à la semaine de 6 jours. Donc ça, c'est jamais fait facilement, mais ça s'est toujours fait finalement. On a divisé par 2 le temps de travail, alors que la productivité n'augmentait pas tellement.
Et depuis 1970, alors qu'on a fait des gains de productivité colossaux, le contrat social n'a quasiment pas changé. Aujourd'hui, la durée réelle pour un temps plein est en gros, à la louche, à 40 heures, comme il y a 40 ans. Et du coup, la productivité, au lieu de profiter à tout le monde, amène un partage du travail scandaleux qui profite surtout aux actionnaires. Aux États-Unis, c'est Robert Reich qui relance le débat, on est très heureux, on va le faire venir en France. Robert Reich est le grand ministre du travail de Bill Clinton et qui explique qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est les gains de productivité et la baisse du temps de travail. Il dit la question fondamentale, et le mieux, c'est un article du mois de mai de Robert Reich, la question fondamentale est de mieux répartir les bénéfices de la réduction de la productivité. Une grande partie de la population est au chômage et n'a gagne plus de quoi vivre, tandis que l'essentiel des gains de productivité va aux 1% les plus riches. La future seconde administration Obama, s'il y en a une, ce qu'on espère quand même, devra organiser une répartition plus juste des gains de productivité, une vraie réforme fiscale qui permettra de réduire le temps de travail sans baisser les revenus et en créant massivement des emplois. C'est le ministre du Travail Bill Clinton qui fait un très bel article pour expliquer que c'est juste la question fondamentale, ce n'est pas le seul levier, mais c'est la question fondamentale, c'est que les États-Unis veulent sortir de la crise et veulent sortir du chômage. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Je ne sais plus qui me disait qu'il était allé en Vendée pendant les vacances et qu'il était allé près de chez Fleury Michon. Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours en France, donc on dit que c'est possible, une réduction forte du temps de travail. C'est déjà Antoine Riboud, le patron de Danone, qui en septembre 1993 expliquait, Le Monde l'avait mis en énorme sur 5 colonnes. Antoine Riboud, un des plus grands patrons, avait dit qu'il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. C'est comme ça qu'on obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Il disait, si on baisse le temps de travail de 2 ou 3 heures, on va faire de la productivité, on va intensifier le travail. Par contre, si tout le monde passe à 4 jours avec un financement intelligent, il disait, ça va obliger les entreprises à créer des emplois. Bonne nouvelle, il y a quand même 400 entreprises qui l'ont mis en place. Tous les dimanches soirs, quand on fait du croque monsieur, c'est le foot familial, on prend du jambon Fleury Michon, c'est une entreprise qui travaille. Les usines, non mais c'est tout compte, on leur fait plus, ils ont une vraie employé social. L'usine crache du jambon du surimi 6 jours par semaine, mais chaque salarié ne fait que 4 jours. Ils ont embauché plus de 200 personnes. Pareil, chez Maminova, les yaourts, tous les mentales, j'étais invité en Bretagne et j'ai eu la surprise de tomber sur le délégué du personnel de Maminova qui expliquait que bien sûr ça marchait très très bien chez eux, que toutes leurs usines étaient à 6 jours par semaine, et même en 2 fois 8 ou en 3 fois 8 pour les équipements qui coûtent cher. 6 jours, pardon, 6 jours. Les usines sont ouvertes 6 jours par semaine, mais les salariés, pardon, excusez-moi si je veux finir, je vais vous laisser la parole, même que ce soit le directeur de l'usine, les commerciaux, les gens de la gestion de production, les méthodes, les ouvriers, les contremaîtres, tout le monde est passé à 4 jours. Et il dit ça marche très bien, le bilan fait par le médecin du travail au bout de 12 ans est excellent, il y a moins de stress, il y a moins d'accidents du travail. Et le plus intéressant, c'était d'enrichir le travail. Parce que le directeur de l'usine est absent 1 jour par semaine, ou 2 jours par semaine, donc il va donner des trucs à son numéro 2, mais le numéro 2 passe lui aussi à la semaine de 4 jours, donc on va créer un poste là, et puis comme ça en cascade, jusqu'à l'ouvrier de premier niveau, il y a 2 jours où le contremaître n'est pas là. Et quand Carrefour appelle pour dire qu'ils veulent une palette de yaourt à la cerise pour samedi, vous ne pouvez pas dire rappelez lundi, le contremaître n'est pas là. Donc il y a eu un investissement dans la formation pour que les ouvriers puissent prendre des décisions, puissent changer les machines, même quand le contremaître n'est pas là. On a plutôt enrichi le travail de tout le monde. On a créé 230 emplois, ça fait 230 personnes qui cotisent pour les caisses de retraite, qui cotisent pour les caisses de maladie et qui ont un boulot. Donc c'est possible. Il y a une étude du ministère du Travail, on avait un copain au cabinet de Martine Aubry qui nous avait montré le document. On avait une fuite, une étude du ministère du Travail quand la gauche est arrivée au pouvoir, qui expliquait à partir de ces 400 pionniers qu'un mouvement général, comme on le propose de négocier et de financer, pourrait créer 1 600 000 emplois. Les créations d'emplois ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs, dans les PME, dans les grandes entreprises, mais globalement, on peut créer 1 600 000 emplois. C'est souple, c'est à la carte. Comment on le finance? Je finis vraiment. L'essentiel, c'est de ne pas augmenter la masse salariale, de créer massivement des emplois et de ne pas faire baisser les salaires. Donc l'idée, c'est d'activer les dépenses de chômage. C'est une idée que la CFDT portait il y a 20 ans, on n'en entend plus beaucoup, mais dire il y a des milliards qui vont pour indemniser les chômeurs. Si l'entreprise, c'est fondamental, il y a une condition, si l'entreprise baisse le temps de travail de tout le monde, fortement, tout le monde est vraiment à 4 jours 32 heures, et si elle crée 10% d'emplois en CDI, il faut qu'il y ait une création d'emplois massive, au moins 10%, l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage, aussi bien des anciens salariés que des nouveaux. C'est comme ça que des boîtes tout à fait concurrentielles ont pu créer ici 230 emplois, ici 210, ou dans une PME, 1 emploi ou 2 emplois dans une auto-école, sans augmenter leur prix de production. Le prix du yaourt, le prix du jambon n'a pas augmenté d'1 centime, même s'ils créent 200 emplois. Le problème, c'est que ce qui a tué un peu l'idée de la réduction du temps de travail en Europe, c'est que
que dans la deuxième loi sur les 35 heures, il n'y avait aucune création d'emploi. Déjà à l'époque avec Stéphane Hessel, vous voyez, avec Marie-Claire Mendès France, avec en même temps le président des évêques et en même temps le patron des francs-maçons, c'était assez varié, et puis plein de syndicalistes. On avait lancé un appel dans Libération, c'était en 99, quand la deuxième loi était en discussion, en disant c'est juste totalement anormal, on va mettre 70 milliards d'exonération, à l'époque c'était franc, on va mettre 70 milliards sans aucune contrepartie en création d'emplois. Prenons une entreprise qui veut jouer le jeu et qui va créer des emplois, et le concurrent qui, lui, ne crée pas d'emplois, ils auront les mêmes aides. Donc on aide celui qui... Voilà, donc on avait dit, on va tuer l'idée de la réduction du temps de travail. Le problème, c'est qu'on n'a pas été écouté. Donc c'est pour ça que l'effet sur l'emploi était très faible, parce que la deuxième loi sur le temps de travail, ça qui concernait presque tout le monde, on avait des exonérations, même si on restait à 37 heures, ils ne créaient aucun emploi. Donc voilà pourquoi il faut reprendre le débat, en mettant aussi la dimension anthropologique, la dimension culturelle. Le DRH de chez Maminova me dit, Pierre, n'oublie jamais que c'est vraiment un changement de vie pour nous. Il dit, ok, on a créé plus de 200 emplois, ok, on a enrichi le travail, mais il dit, pour chacun de nous, ça change notre vie. Il dit, moi, jusqu'à maintenant, je voyais ma femme seulement le soir, quand je suis crevé, ou le week-end, quand il y a les enfants. Bon, et j'adore mes enfants, mais là, depuis que je suis passé à 4 jours, ça change. Avec ma femme, un jour par semaine, on fait du canoë-kayak de mer avec des copains, ça a changé notre équilibre perso. Donc le but, comme dit Dominique Méda, c'est d'aller vers une société de plein emploi et de pleine activité, donner à tout le monde, le maximum de gens, un vrai boulot, un vrai salaire, un boulot correct, avec des perspectives et pas de la précarité, mais avoir que chacun ait part à 4 sphères d'activité et un vrai accès au travail et à la formation, du temps pour soi, sa vie personnelle, sa vie familiale, ses amis, accès à la culture, à l'éducation, c'est un chantier énorme, c'est un chantier énorme. Comment faire pour qu'il n'y ait pas des gens qui se cassent les pieds 3 jours par semaine devant la télé? Comment faire pour que tous, quel que soit leur revenu, aient accès à la culture et envie, on leur redonne le goût de la création artistique, de la musique, du dessin, de lire, il y a des choses à inventer et puis il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus. Accès à la citoyenneté, c'est avec le non-cumul des mandats. Il faut partager aussi le plaisir d'agir collectivement, comment on incite les gens à s'engager dans la vie associative, la vie politique, la vie syndicale. Globalement, c'est curieux que la gauche ne puisse plus en parler. L'autre jour, il y avait un article de Laurent Geoffrin dans le Nouvel Observateur qui tapait Moscovici en demandant est-ce que Moscovici est plus à droite que Bavrez? Parce que Bavrez dit qu'il faut faire une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, et Moscou n'en veut pas. Et là, on a retrouvé le rapport de Boissonnat. Vous vous souvenez peut-être, c'est Balladur qui avait mis en place la commission Boissonnat, et l'équipe, donc pas des gens très très à gauche, et la commission Boissonnat expliquait, c'était à la une du journal Le Monde, qu'il fallait une réduction de plus de 20% du temps de travail d'ici 2015. 2015, on y est bientôt, parce qu'il ne faut pas effaroucher les bourgeois et donner un calendrier très large. Le rapport Boissonnat était très clair, il faut une réduction de 20 à 25% du temps de travail. Ce n'est pas la seule chose à faire, il y a d'autres propositions, mais la réforme fondamentale, radicale, pour lutter contre le chômage, le rapport Boissonnat disait qu'il faut une réduction de 20%, au plus de 20% du temps de travail. On est presque en 2015, et le temps de travail est devenu un sujet tabou. Dans les 4 pages que Michel Sapin a envoyées hier aux partenaires sociaux, il n'y a pas un mot, même pas relancer l'expérimentation, même pas ce qu'a fait la loi de Robien. Il n'y a pas un mot sur la question du temps de travail, c'est devenu complètement un sujet tabou. Je finis, bonne nouvelle, j'ai fini. Les noms, c'était bien. Et deuxième bonne nouvelle, on peut sortir de la crise, il n'y a aucune fatalité. Si en même temps on a une vraie politique du logement, une vraie politique d'économie d'énergie, si en même temps les banques sont au service des PME, si on aide les gens qui créent des entreprises dans l'économie sociale et solidaire comme dans l'économie classique, si en même temps on met en place une vraie politique sur le temps de travail, on peut en quelques années créer nettement plus de 2 millions d'emplois. Si vous faites le total, on peut créer plus de 2 millions d'emplois. Et en même temps que ceux qui sont au chômage, ce ne soit pas un drame. Pas de baguette magique qui permet de créer 5 millions d'emplois en un coup, mais ça peut radicalement changer les choses. C'est une question de volonté politique. Donc c'est notre but avec Roosevelt 2012. Notre avenir est entre nos mains, c'est à nous de choisir et c'est à nous de pousser les politiques à l'audace. Les décisions qu'on ne prend pas dans les prochains mois, on ne les prendra pas après. On sait très bien que si on n'arrive pas à changer, à pousser le gouvernement au courage dans les semaines qui viennent, il y aura 400 000 chômeurs ou 500 000 chômeurs de plus au municipal, la gauche va se prendre une raclée historique et le contexte politique deviendra invivable. Donc ou bien on arrive à le faire bouger dans les prochaines semaines, ou bien ça va être très très difficile. Je vous remercie et la parole est à la salle.